Il est 18h02 et donc on peut ouvrir la séance du conseil. Sonia se lance pas. Ah voilà, on attend aussi Sonia Guillaume. Bon, on va avoir des élus en retard. Il est vrai qu'on a avancé l'heure, puisque d'habitude c'est 18h30, mais il se trouve que sinon je perdais aussi la première adjointe et j'y tenais. Et puis comme il n'y a pas obligation de quorum, puisque c'est une reconvocation, puisque le conseil municipal c'était mercredi dernier, c'est tout essentiel, c'est effectivement que qu'on puisse qu'on puisse enfin tenir ce conseil municipal et que normalement j'ai à peu près le maximum d'élus disponibles. Et c'est des affaires courantes, c'est pas encore les grandes affaires, j'espère bien, et là on s'y est pris maintenant. J'espère qu'on aura un conseil municipal complet, opposition comprise, d'ailleurs ce serait bien pour le prochain conseil municipal, parce que là il s'agira de délibérer sur le PLU, et là c'est quand même un moment très important dans l'histoire de ce mandat. Pour commencer, on va donc faire l'appel des élus pour s'assurer, non pas du quorum, mais au moins pour savoir qui est présent lors de cette séance. Donc Justin Arnaud est absent, Amandine Boutan est absente, Romain Coquille est présent. Est-ce que tu avais un vote oui, tu prends le pouvoir de Samir. Voilà. Abraham Chivalet il est en retard. Il est en retard, on peut le dire. Céline est absente. Elisabeth Darac est absente. Manuel Davio est absent. Stéphane Donneux est présent. Et tu portais le pouvoir d'Elisabeth. Ok. Noélie Dulaurier est absente. Sophie Duperron est présente. Et la voix de Catherine. Présente. Et tu portes le pouvoir de Catherine Ledagre. Sonia Guillory-Labuzan est donc présente. Alors, en retard. Et donc elle a la voix de Sonia Rabot. Ensuite, Maxime Larondel est présent. Et est-ce que tu portes une voix? Tu n'as pas de voix. Catherine Ledagre est absente. Vanessa Leroy est présente. Et je représente Christophe Trottin. Tu portes Le Christ. Tu portes Christophe. Voilà, on ne peut pas parler et écrire en même temps. Rose Pedrera Afonso présente et j'ai la voix de Manuel Davio. Sonia Rabot est absente. Sophia Rick est absente. Christophe Trottin est absent. Et Samir Youssouf Ibrahim est absent. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 élus présents plus 2 cadres en cours. Je ne sais pas comment ça se passera, Guillaume. Il y aura peut-être les premières affaires. Si les élus ne sont pas présents, et ben, vous ne pouvez pas les... Oui, tout à fait, parce qu'on compte le quorum au final. Après, à chaque affaire, on va finalement. On rajoutera les voix. Voilà, on verra qui a voté pour. C'est vraiment important, mais du coup, il sera rien. Oui, bon. Très bien. La secrétaire de séance. Alors, j'avais proposé Sonia, mais elle n'est pas là. Donc, on va proposer Vanessa. Après, c'est très genré, dites donc. Hein. On aurait pu aussi demander à... Ah, mais tu as commencé ta phrase par là. Ah oui, bah voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Bien. C'est vrai. Tu nous as rendu idéal. Oui, 0,8. Ça commence bien. Bien. Les relevés donc, de décisions prises par Madame la maire, par délégation du conseil municipal depuis le dernier conseil. Vous avez donc un tableau plutôt exhaustif. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le parcourir. Vous verrez qu'il y a énormément de commandes pour l'école. C'est normal cette saison puisque c'est la rentrée. Je vois qu'on a aussi déjà signé le concert de Noël avec donc, le chœur corse. On a toujours bien sûr les derniers travaux sur. J'ai l'impression que c'est Brémontier, oui, ça doit être la peinture. On a des devis. Le fossé pour les eaux pluviales pour la carrière, donc aussi ça va bientôt traiter ce problème de pluvial. Bref.
Je signale juste que bien sûr ce tableau des décisions sera évidemment dans le PV de ce conseil municipal, ce qui fait que bien évidemment les habitants pourront consulter tout ce qui a été signé pendant ce laps de temps entre ce conseil et le précédent conseil. Très bien, c'est quoi on signe? Bien sûr, pardon, il fallait que je fasse passer le PV de la précédente séance pour que tout le monde signe. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions municipales, chers élus? Non. Très bien. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on signe ce PV, ça va être très rapide et mon discours qui, en général, je me sers de la signature du PV pour placer un petit discours, va être plus court, mais le sujet surtout, c'est que effectivement, on voulait faire rapidement là un conseil municipal, surtout pour se débarrasser de ces affaires courantes qui n'ont pas un grand intérêt. C'est un grand intérêt pour nous et pour faire travailler et fonctionner la commune, mais à destination des Cambais, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Par contre, le prochain conseil, comme je vous le disais, c'est le conseil autour de l'approbation du PLU, qui est quand même un document très important pour les Cambais et pour lequel je ne voulais pas qu'on soit parasité par des petites affaires courantes et qu'on y prenne vraiment tout, qu'on y dédie tout un conseil municipal pour pouvoir rappeler les grands enjeux, tout ce qui a été traité par les élus, tout ce fonctionnement qui a mené à ce règlement et qu'on puisse faire une approbation du PLU la plus complète et la plus magistrale possible pour tout le monde. Et surtout la plus pédagogique parce que je sais que c'est toujours un sujet qui tend parce que l'intérêt général, là pour le coup, il est en lien direct avec des intérêts particuliers et que notre sujet étant l'intérêt général, on a tout intérêt à être très explicite et le plus pédagogue possible pour faire comprendre à nouveau que l'intérêt général, c'est l'intérêt de tous, et pas forcément les intérêts particuliers bien sûr. Voilà, pour en revenir à aujourd'hui, on va passer à l'affaire numéro 1, qui est donc une affaire de RH. L'affaire numéro 1, elle est directement liée à l'affaire numéro 2, comme on a pu en parler. On se réunit, pour rappel, on se réunit tous ensemble, souvent une semaine, une dizaine de jours, une semaine, avec les élus de la majorité pour expliquer et étudier ce conseil municipal. C'est pour ça que souvent les débats sont assez light, parce que tout simplement, on s'est déjà posé toutes les questions en amont. Donc cette première affaire, c'est la mise à jour. En réalité, c'est le rappel de la mise à jour du tableau des effectifs. C'est un tableau qui recense tous les postes de la commune. Ce tableau, il fallait que je le repasse en conseil pour passer à l'affaire numéro 2 dont je vais vous parlais, qui est une mise à jour réglementaire je cherche le terme exact, des rémunérations de nos agents. Voilà, le premier tableau, toujours pareil, il sera annexé au PV, donc la population pourra le consulter. Il apparaissait déjà sur le PV, à mon avis, du précédent ou de 2 conseils en arrière, sur la liste des postes ouverts sur la commune. On remarquera sur ce tableau qu'il y a des postes qui sont ouverts mais qui sont vacants et des postes occupés. Comme je l'avais déjà expliqué lors du précédent conseil, en fait, un poste sur une commune, c'est comme une chaise autour d'une table. Il existe, mais il peut ne pas être pourvu. C'est un peu le choix pour l'instant sur certains postes de la commune, tout simplement parce qu'on arrive, et on peut saluer d'ailleurs nos agents, on arrive à travailler de façon de plus en plus efficiente sans alourdir justement la charge du budget sur la RH. Donc, voilà, en tout cas, c'est le tableau, c'est le panorama de tous les postes qui existent selon les filières, puisqu'on a une filière technique, on a une filière secrétariat général, on a une filière affaires scolaires, et puis une filière cantine scolaire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions autour de ça. Non. Non. Ce qui vous est proposé, c'est donc d'annuler, remplacer la précédente délibération, qui est la délibération numéro 2025-269 du 23 juin, donc oui, c'était le dernier conseil municipal, actant la dernière mise à jour du tableau des effectifs de la commune, d'acter par la présente délibération la mise à jour des postes précédemment présentés dans la note de synthèse et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait, merci, c'est donc à l'unanimité. L'affaire numéro 2, c'est la mise à jour du règlement du RIPSEP de la commune.
et l'instauration du CIA. Oui, faire signer par la secrétaire de l'émigration. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, la rémunération d'un agent territorial, elle est basée sur, elle est faite de deux parties. Une partie fixe qui est basée sur l'évolution de carrière. Monsieur Mazel, je vais peut-être vous demander un peu plus de m'aider sur ce sujet-là. En tout cas, il y a cette partie fixe qui est très réglementée, avec des tableaux, avec des échelons. Et puis, il y a la partie variable, merci de dire, qui n'est pas fixe, qui est donc variable, et qui est donc traitée sur, qui contient plusieurs parties. Monsieur Mazel, est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement ça, parce que je trouve que c'est intéressant que ce soit l'agent qui nous explique. Alors, les salaires donc, dans la fonction publique, comme le disait Madame la maire, elles sont fixées à la base sur une partie fixe qui est propre à tous les fonctionnaires de l'État, de l'hospitalière, donc elle est liée finalement à votre grade et donc à votre échelle indiciaire. Donc ça ne bouge pas, on va tous avoir la même dans la fonction publique, dans tous les temps de la fonction publique. Ensuite, il y a un système évidemment de primes qui peut exister dans l'État, ou de parties variables dans la territoriale, c'est le cas sur les communes, les interpros, les départements, les régions, toutes les collectivités territoriales. Donc cette partie-là, elle est délibérée par le conseil municipal et ensuite, et d'ailleurs le conseil municipal fixe un maximum, un plafond. Et par la suite, c'est le maire à sa discrétion par voie d'arrêté qui va vraiment fixer l'arrêté. Donc ce qui est dans le conseil municipal, c'est de fixer justement ce plafond. C'est un plafond qui est annuel d'ailleurs, par catégorie. Cette partie variable, donc, elle s'appelle l'IFSE. Et il y a également une autre partie qu'on appelle le CIA, qui est une forme de prime qui est obligatoire désormais, qui n'avait pas été délibérée par l'ancien conseil municipal. Tous les 6 ans, le conseil municipal doit délibérer pour fixer ses plafonds. À cette époque, le travail qui a été fait par l'ancienne équipe était assez remarquable. Ça a été fait par M. Rodolès, si on peut le nommer, qui travaille dans ce secteur-là, donc ça a été très très bien fait. Et donc là, vous êtes en retard d'une année, il aurait fallu déjà le mettre à jour. Bon, ça ne pose pas de gros problèmes, c'est juste qu'il faut quand même le mettre à jour. C'est un peu le centre de gestion qui nous a qui nous mettre à jour sur ça. Voilà, et notamment pour fixer ce CIA. Alors après, on y met ce qu'on veut. À nouveau, on fixe des plafonds et après, c'est le maire qui, en fonction du fait des budgets et ce genre de choses, qui définit clairement ce qui va être décidé pour chaque agent. Donc le but du conseil, c'est justement de mettre en place ces enveloppes maximales, justement en rapport avec le budget, par rapport à aussi aux stratégies financières en termes de RH. Alors en clair, nous, justement, sur cette délibération, on a décidé de ne... Puisqu'en plus, M. Rodriguez avait déjà fait un travail de descente des plafonds par rapport à l'autorisation, c'est ça, à la loi, je crois qu'ils avaient déjà défini des plafonds. Oui. On a décidé de rester sur ce qui avait été proposé par l'ancienne manager, parce que c'était très bien construit. Ils sont très très éloignés, les plafonds, donc on n'est pas sur quelque chose qu'on va atteindre, on n'a pas les moyens, et puis c'est pas le sujet. D'ailleurs, je profite pour le dire, si jamais, puisque c'est filmé, j'ai cru comprendre que chez les agents, on se posait la question de quoi on va délibérer. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils pensent qu'on va toucher à tout ça et qu'il va y avoir une délibération pour tout ça. Mais en fait, non, c'est vraiment une demande vraiment technique du centre de gestion qui nous dit de redélibérer sur quelque chose qui aurait dû être délibéré tous les 6 ans. Et d'intégrer ce fameux CIA, qui avait déjà été l'objet, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait souhaité leur faire bénéficier de la fameuse prime, comment c'était, pouvoir d'achat, qui avait été votée par l'État, c'était même il y a 2 ans, je crois. Et le centre de gestion, déjà, ça a été très dur de leur dire qu'on préférait passer sur cette prime-là, qui était vraiment... déjà qui était autorisé par la loi cette année-là, et pas passer par le CIA parce que pour nous, juste, ça nous paraissait, le CIA, il y a quelque chose dans la philosophie du truc qui ne nous plaisait pas forcément en RH, le côté prime au sourire qui questionne en fait certains employeurs. Et puis on pense que l'IFSE est suffisant, justement, cette part variable est déjà suffisante, elle resterait depuis longtemps, et elle permet notamment aux maires, parce qu'on parlait avec les autres communes, elle permet déjà de piloter justement des carrières, de piloter aussi des postes de manière stable, en se disant voilà, c'est un salaire, c'est chaque mois la même chose, etc. Le CIA, c'est une prime qui tombe comme ça, d'un coup, et bon, c'est pas forcément quelque chose à
à utiliser de manière systématique. Bon, on nous demande à ce que ça apparaisse dans nos délibérations, parce qu'il faut que ça apparaisse, et je crois que ça c'est aussi pour uniformiser avec justement les autres fonctions d'État et fonctions hospitalières, où le CIA existe aussi dans cette forme. Ces mécanismes qui peuvent être un petit peu complexes, hein, le but c'est qu'on harmonise un petit peu toutes les rémunérations sur toutes les fonctions publiques, et donc la territoriale était un petit peu à part, hein, parce qu'on avait l'écran 82, et le but là c'est de faire par exemple le parent pauvre en plus. Tout à fait. On est le même niveau, c'est l'annualisation du temps de travail sur les fameuses 1607 heures aussi, ce travail qu'on entend depuis longtemps. Donc on essaie d'harmoniser un petit peu tout ce sujet, donc, tous ces plafonds, et c'est ce qui était bien nouveau, ce qu'avait fait l'ancienne équipe, hein, c'est que déjà les plafonds étaient ceux qui étaient fixés au niveau légal. Donc là le but c'est de faire exactement copier-coller ce qui a été fait à cette époque-là. Et d'ailleurs aussi, ce que c'est dit dans la délibération, dans la présentation de la note de synthèse, ce qui est important aussi à noter, c'est que de toute façon, ce qui vous est présenté est passé par le comité social territorial, le CST, à l'intérieur du centre de gestion, qui est un petit peu le comité constitué même des syndicats de la fonction publique, etc. Enfin, de tout un collège de personnes qui valident ou pas. Je pense à vous deux qui êtes aussi en conseil communautaire, où on voit très souvent des affaires un peu plus complexes parce qu'ils ont 150 agents, donc c'est pas la même gestion, mais où tout doit passer par ces comités, ce CST, avant de passer en conseil, parce que tout simplement, c'est eux les arbitres de toutes ces gestions de carrière. Voilà, ça a permis à Sonia d'arriver. Elle me dit, oui, bien sûr. Oui, c'est filmé. Tu dois 19 minutes. On en était à la fin numéro 2, je te rassure. Donc on était en train de délibérer sur la réactualisation, la redélibération sur le RIFZ de la commune et l'instauration du CIA. Que tu as bien sûr parcouru dans la note de synthèse, que tu as pu dont tu as pu entendre parler lors de notre réunion plénière. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce sujet, les élus? Non. Les propositions soumises au conseil municipal sont donc, comme l'impose la loi, annuler et remplacer la présente délibération par la présente délibération, la délibération numéro 33-018 du 19 juillet 2018, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc là, c'est le fameux IFSE, c'est ça? Non, c'est le RIFZ, l'IFSE, c'est en dessous. Régime indemnitaire, le RIFZ. D'instituer selon les modalités prévues par le projet, prévues dans le projet de délibération annexé à la présente, dans les mêmes modalités que celles prévues par la délibération du 19 juillet 2018 et dans la limite des textes applicables à la fonction publique d'État, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, l'IFSE. D'instituer selon les modalités prévues par le projet de délibération annexé à la présente et dans la limite des textes applicables à la fonction publique d'État, le complément indemnitaire annuel, donc le CIA, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? Merci, ce sera donc à l'unanimité. Bien, encore une affaire passionnante, une demande de la préfecture cette fois, qui est donc la signature d'une convention avec la préfecture de Gironde pour cadrer les transmissions électroniques au contrôle de l'égalité, de la légalité. Alors comme vous le savez, la plupart de nos documents, notamment les délibérations qui vont être émises à partir de ce conseil municipal, et que nous sommes déjà en train de signer moi-même et la secrétaire de séance, partent ensuite au contrôle de la légalité en préfecture. Tout ça, c'est de la dématérialisation. Et il se trouve que ça se fait déjà depuis 2005, sauf qu'il n'y a aucune convention qui cadre ces échanges entre nous et la préfecture. Et tout à coup, on se rend compte qu'il nous faut délibérer sur donc, une convention. Vous complétez si je me trompe, M. Mazel. Donc, l'idée là, c'est effectivement, et vous avez dû l'avoir dans les annexes, de délibérer sur les modalités de ce téléservice au travers d'une convention et d'un avenant soumis au conseil municipal pour validation et autorisation de signature du maire. Car comme vous le savez, les conventions, je ne peux les signer que par votre délégation, donc par votre accord. Voilà, donc c'est une convention avec la préfecture.
même si ça paraît évident qu'il est préférable qu'on continue de télédéclarer et d'envoyer nos délibérations au contrôle de légalité par voie dématérialisée, il me faut donc vous demander l'accord pour signer cet avenant auprès de la préfecture. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, ce sera donc à l'unanimité. Bien. Maintenant, en fait, j'ai l'impression que ce sont que des affaires en partenariat avec des instances autour, ce qui est intéressant d'ailleurs. L'affaire numéro 4, c'est la validation de l'opportunité de constituer un groupement de commandes dans le cadre d'une prestation de service de mise à disposition de photocopieurs. Et je vais donc donner la parole à Maxime Larondel, notre agent finance. Et au photocopieur. Et au photocopieur. Oui, tu as quasiment tout dit. En fait, là, l'idée, c'est que la CDC nous propose de réfléchir à plusieurs sur certains sujets d'achat. L'idée d'être à plusieurs, c'est de faire baisser les tarifs. Alors, il faut faire attention. On va regarder pour ce dossier photocopieur. On va déjà étudier notre consommation réelle et à la mairie et à l'école, parce qu'on peut avoir deux sujets complètement différents. L'idée, c'est de, faire partie du groupement. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Donc nous, on va valider le fait de rentrer dans ce groupement. On n'a aucune obligation après de passer par l'exécution de ce contrat et de changer nos photocopieurs par le contrat qui sera proposé à la CDC. Il n'y a aucune obligation parce que pour certaines communes, ça vaudra peut-être pas le coup, pour d'autres, oui. En tout cas, on dit qu'on doit essayer, donc on va rentrer dans le groupement pour nous autoriser surtout l'entreprise extérieure, l'acheteur qui lui se rémunère sur les gains effectués sur les contrats, de nous compter dans son pool de machines pour avoir une volumétrie et essayer de négocier des tarifs. De là, en fonction de notre utilisation réelle des deux points de copie qui sont la mairie et l'école, on verra s'il y a une opportunité à modifier nos appareils. Bien sûr, on sera tenu d'attendre la date d'échéance des contrats qu'on a aujourd'hui, mais ça, c'est pas gênant, même si ça arrive dans plusieurs mois, puisque le groupement de commandes en tiendra compte dans ses calculs de tarification. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, à plusieurs, on est peut-être moins cher sur certaines choses. Donc on commence par les photocopieurs, mais je pense que les DGS ont pris le réflexe de communiquer entre eux pour avoir les bons plans des uns et des autres. Donc c'est un peu mettre une pièce dans la machine pour voir ce que ça pourrait donner, sachant qu'on ne met même pas de pièce. Donc on va faire partie de ce groupement pour étudier la possibilité de faire des économies sur nos achats futurs. Là, c'est les photocopieuses. Ils parlent d'un gain potentiel de 1/3 du prix. Il faudra voir, hein. Ce ne sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, on ne s'interdit pas d'y réfléchir. C'est ça que l'affaire numéro 4 met en proposition. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui, comme l'a dit l'adjoint, en fait, l'idée c'est surtout de enfin essayer de lancer la CDC sur la mutualisation, parce qu'on se dit que quand même l'intérêt d'une CDC et d'une communauté de communes, c'est sûrement de permettre d'unir nos forces et de permettre surtout aux plus petites communes, parce qu'aux grandes communes et aux communes, elles vont très bien les autres, mais les plus petites communes, elles auraient tout intérêt justement à profiter de cette mise en commun des compétences et pourquoi pas des marchés. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bien. Ah, peut-être. Monsieur là. Je compte sur vous pour lui expliquer les règles. Bien. Alors, les propositions, j'y suis bien, oui, je suis bien ça. Les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de recourir à un groupement de commandes dans le cadre d'une prestation de service de mise à disposition de photocopieurs et moyens d'impression, de valider la convention constitutive du groupement de commandes en annexe, de désigner la communauté de communes des ports de l'Entre-deux-Mers comme coordonnateur de ce groupement, désigner Madame la maire en tant que représentante de la commune auprès du groupement et l'autoriser à signer la convention d'adhésion du groupement de commandes, autoriser Madame la maire à valider le cahier des charges et l'ensemble des pièces nécessaires à la formalisation du marché public. Et enfin, autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour
Donc à l'unanimité, merci à tous. Bien. L'affaire numéro 5. Et donc l'approbation du rapport annuel 2024 du SIEA sur le prix et la qualité du service public d'adduction en eau potable, d'assainissement collectif et non collectif. Je vais donc passer la parole à l'adjoint aux infrastructures Stéphane Donneux, qui est aussi délégué au sein du syndicat des eaux. C'est ça. Donc alors, pour 2024, alors le SIEA il regroupe 9 communes, la population desservie est un peu plus de 23 000 habitants. La ressource est propre au syndicat est constituée de 7 forages. En 2024, il a été produit 1 600 000 m3 d'eau contre 1 590 000 en 2023, traité grâce à 6 stations. Alors en 2024, les abonnés domestiques ont consommé 1 152 000 m3. En 2023, il y avait un peu moins, c'était 1 150 000 m3, soit en moyenne 136 litres par habitant et par jour, contre 137 en 2023, donc il y a 1 litre de différence, c'est pas énorme. Les pertes en eau sont de 371 000 m3 contre 372 000 en 2023, donc c'est les fuites, c'est les parties à peu près inévitables. Les purges de réseau, et on a un nouveau réseau, donc il essaie de travailler là-dessus. 10 000 m3 en moins, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi, c'est dû à des réparations peut-être? Mais parce qu'en plus, ils ont embauché un technicien fuite qui travaille la nuit, parce que c'est le meilleur moyen la nuit pour pouvoir, soi-disant, entendre les fuites. Bon, c'est pas mal, hein. Dans le principe, c'est bien. L'indice d'avancement de la protection des ressources, il est de 80%, ce qui est pas mal quand même. Donc, pour en revenir un peu à ce qui fâche, c'est que le coût de la facture d'un abonné domestique, avec 120 m3 par an, est de 355,11 € sur la base du tarif du 1er janvier 2025, toutes charges comprises. Et en 2024, on était à 307,74 €, ce qui fait quand même une augmentation de 15,6%. Parce qu'il y a toujours autant de frais, on consomme moins, donc on vend moins, donc il y a moins de rentrée d'argent, mais il y a toujours des frais, des infrastructures, des investissements, il y a tout un tas de choses. Il y a eu 1,6 million d'investissements l'année dernière, entre Montastruc, qui a été entièrement refait, le centre de traitement, la collecte des effluents entre Borèche jusqu'à Cambre, la déviation, et tout un tas de travaux qui ont été faits, c'est quand même assez énorme. Donc ça c'était pour l'eau potable. Non, on n'a pas perdu de commune. Non. Non, par contre, c'est vrai que c'est un sujet, et bon, j'imagine que le SIEA est aussi capable de communiquer envers ses bénéficiaires, ses consommateurs, je ne sais pas comment les nommer, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de faire comprendre aux gens, mais c'est un peu, on a le même souci avec le Cémoctom, où on a l'impression que il passe moins, donc pourquoi est-ce qu'on paye toujours le même tarif, etc. Mais en réalité, ce qu'on paye, c'est toutes les infrastructures autour de ce service. Moi, pour avoir entendu un peu et regarder les études sur notre syndicat des eaux par rapport au syndicat des eaux alentours, c'est un des meilleurs dans justement les réparations de réseau et les fuites. C'est-à-dire qu'on a des réseaux moins fuyards que ce qui se passe ailleurs, si bien que par exemple le sud de notre communauté de communes, ça aussi c'est mal fait, Langoiran, Le Tourne et Tabanac ne sont pas sur ce syndicat-là, ils sont sur un ancien syndicat parce que c'était pas la même communauté de communes en 2017, et ils demandent à corps et à cri de nous rejoindre parce que c'est encore plus pénible. En fait c'est simple, c'est qu'on a des réseaux anciens qui existent à certains endroits depuis plus de 100 ans, et donc on a des fuites, c'est très difficile de découvrir et d'aller chercher des fuites à certains endroits. Et pourtant, c'est leur travail de fond. Et ça, ce sont des chiffres et des plans pluriannuels d'investissement. Et vous avez à la fois un plan pluriannuel d'investissement, j'imagine, c'est comme sur la commune. En plus, vous avez aussi tous les imprévus. Alors j'imagine qu'un imprévu, quand il s'agit d'une canalisation qui pète, c'est tout de suite beaucoup d'argent qu'il faut mobiliser. Et donc, votre PPI qui est d'autant plus décalé, parce que l'argent que vous aviez préparé pour le prochain projet, il va être pris pour l'urgence à traiter. Donc, bon, on a l'impression que c'est un puissant fond, que malgré tout, on n'en finit pas en fait de tous ces travaux que les gens ne voient pas, et pourtant ils sont bien facturés dans le prix de l'eau. Sauf qu'à
Après, c'est intéressant effectivement de voir, je crois qu'il y a des personnes qui n'avaient pas vu que l'heure avait été avancée. C'est intéressant de se comparer justement à ce qui se fait alentour pour comprendre en fait à quel point ils sont très volontaristes, en tout cas dans leur politique de modernisation du réseau, ce syndicat des eaux là. Oui, ensuite on va venir à l'assainissement collectif. Donc la population qui est desservie est de 17 000 à peu près habitants. Donc le coût d'une facture d'un abonnement domestique qui consomme 120 minutes par an est de 410 € au 1er janvier 2025, contre 418 € au 1er janvier 2024. Donc ça fait à peu près 3,48 € en 2024 et 3,42 € en 2025. Ça c'est pour le collectif. Après il y a le non collectif, alors ça il y a un petit peu moins quand même de personnes là-dessus. Le tarif du contrôle de conception, de réalisation des installations, donc tout ça c'est le SPANC, est de 294 € hors taxe. Le tarif du contrôle du fonctionnement des entretiens de l'installation existante est de 110 €. Et le tarif de contrôle du fonctionnement réalisé dans une cadre de vente immobilière est fixé à 160 €. Donc ça n'a pas trop changé. Et il y a de moins en moins de gens qui sont sur le non collectif. Il y a à peu près 2300 installations. Mais aujourd'hui, le réseau ne se déploie pas en termes de collectif. Non. Donc du coup, s'il y a de nouvelles habitations, soit ils se greffent effectivement collectif, soit ils ont la station. Oui. Donc finalement, ça va être proportionnel à quelque chose près. Oui. Les nouveaux arrivants, je parle. Oui. Et le non collectif, on le voit donc, sur des quartiers comme la Tastre, on a des zones où on est limite en insalubrité. On est clairement. On est même par moment en insalubrité parce que c'est des vieilles installations, il n'y a pas possibilité de venir se mettre sur le réseau du collectif, donc c'est assez compliqué. Oui, en tout cas, c'est vrai que je pense que tous ces tarifs, ils sont montrés et édités parce que, par contre, il y a un vrai travail justement de mise aux normes, de demande de mise aux normes pour les propriétaires privés. Je crois qu'avant, c'est pas le pire encore que, mais je sais que sur certaines zones, on a vraiment un rejet direct de l'habitation directement dans le milieu, c'est-à-dire dans la Garonne. Hein. Donc, des gros problèmes et des gens qui ne pourront pas, parce qu'ils sont en construction dans la roche, donc logiquement, pour une prestation que vous creusez dans votre terrain, le terrain ne s'y prête pas. On est aussi en train de faire face à un vrai problème global sur l'entre-deux-mer en particulier, mais je pense que finalement c'est peut-être même plus large que ça. Mais dans l'entre-deux-mer en particulier, toujours pareil, on a laissé construire, on a laissé continuer de se développer sans se poser la question déjà de est-ce qu'on était aux normes sur tout ce travail-là de salubrité publique. Donc je sais qu'il y a eu, depuis le début du mandat, je les ai entendus dire qu'ils intensifiaient justement tout ce travail de vérification. Il y a du boulot, c'est compliqué, c'est très coûteux pour les particuliers, parce que ça demande des installations de plus en plus complexes, de plus en plus onéreuses. J'avais cru comprendre qu'ils donnaient 4 ans pour les personnes qui n'étaient pas aux normes pour se remettre aux normes. C'est ça, c'est pas Mais avec, s'il y avait une vente, pour le nouveau propriétaire, là c'était un an. Bon, ça veut aussi dire qu'il y a eu un impact sur les ventes, parce qu'évidemment, quand vous vendez votre maison clairement en expliquant au propriétaire que vous n'êtes pas aux normes et que lui n'aura qu'un an, ça déprécie aussi forcément votre bien à la vente. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces sujets? Après, tous ces chiffres sont consultables. Oui. Donc, si vous voulez. Ils sont consultables sur le site du SIA? Oui. Okay. En fait, voilà, le sujet, c'est que tous ces chiffres nous sont toujours transmis, on doit les délibérer au conseil municipal, non pas pour être pour ou contre, mais juste pour en avoir pris connaissance. On les donne en fin d'année. Comment? Surtout quand on les donne en fin En d'année, donc mois, c'est fait. Oui, c'est ça. D'autant que ces chiffres-là, oui, c'est les chiffres de quand de 2024. Eh oui, c'est ça. 2024, c'est la on a un an de décalage. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de prendre connaissance et de valider les rapports d'activité annuels 2024 du SIEA sur le prix et la qualité des services publics, d'adduction en eau potable, d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Parfait, merci à tous.
Affaire numéro 6. L'adhésion 2025 à l'association du CAE de la Gironde. Toujours Monsieur Donneux. Ah oui. Alors le CAE, c'est le Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de la Gironde. Il est chargé d'une mission de service public au profit de tous, donc des particuliers, dans leurs projets de construction, d'extension, de rénovation, des collectivités locales, dans la mise en œuvre de projets d'aménagement du territoire, du grand public pour une meilleure compréhension des enjeux et l'amélioration du cadre de vie. Donc il a pour mission la promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Il assure sur tout le territoire girondois à la fois l'offre technique, pédagogique et culturelle, dans la conduite de ses missions assignées par la loi, conseiller, former, informer et sensibiliser pour les acteurs et citoyens d'un territoire à la qualité du cadre de vie. La commune de Caen a sollicité durant le mandat le CAE à plusieurs projets, notamment le parking en bas, l'assistance à la conduite du PLU, l'évolution potentielle de la place Saint-Carnot et plus récemment pour amorcer une réflexion sur la réhabilitation de l'ancien parking de l'école, donc pour une cour de récréation multi-usage. Donc dans ce cadre-là, le CAE nous demande de renouveler notre adhésion annuelle en nous affranchissant du paiement de la cotisation afférente d'un montant de 200 €. C'est un service, on communique dessus, je trouve qu'on ne communique pas assez. J'ai pris de plus en plus l'habitude, quand je reçois des personnes qui sont porteurs de projets d'urbanisme, surtout quand c'est un peu complexe ou quand il leur faut une aide à la conception des projets, c'est pas le maire, ni les élus, ni même les agents qui sont là pour ça. Par contre, on les envoie vers ces architectes conseils. Il y a quand même des permanences qui ont lieu à La Traîne, Langoiran et Créon, d'architectes conseils, des permanences gratuites qui sont vraiment utiles parce qu'on a vu encore là, notamment la réhabilitation de cette ancienne maison là, qui est en train d'être complètement remise à neuf et puis avec la remise en valeur, etc. On les a dirigés vers eux. Ces personnes sont ensuite revenues avec le CAE pour travailler ce projet. C'est intéressant parce que c'est du conseil de qualité. C'est gratuit d'abord parce qu'il y a une adhésion des communes, mais aussi parce que c'est payé par la taxe d'aménagement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Ils perçoivent une partie de la taxe d'aménagement, donc des projets de toute façon d'urbanisme. C'est vraiment intéressant, notamment quand on a un projet où il n'y a quand même pas besoin d'un architecte, donc c'est en dessous des 150 mètres carrés, je crois, pour une habitation, mais pour autant, tout seul, c'est quand même pas évident de monter, de faire des plans, etc. Et puis aussi d'être au fait de toute la réglementation. On sait que sur nos communes, c'est très compliqué. On a un bourg qui, à la fois, est en zone rouge inondable, parfois on a zone rouge inondable, plus le calque de l'ABF. Tout ça, ce sont vraiment des servitudes d'intérêt général que la commune ne maîtrise pas, qui s'imposent, mais sauf que quand vous rajoutez l'une plus l'autre, à un moment, le porteur de projet, il ne sait plus comment traiter son projet. Donc cet accompagnement au long cours est vraiment intéressant pour amorcer déjà un projet qui soit compatible au moins avec le socle de toutes ces servitudes. Bon, là, on va avoir un PLU, donc on est tout de suite allé les voir justement aussi pour leur dire, bon, clairement, il nous faut justement des partenaires vraiment réactifs pour cet accompagnement porteur de projets privés. On a aussi travaillé d'ailleurs, j'en profite pour dire que le pôle territorial qui instruit nos dossiers d'urbanisme, on lui a aussi demandé de se muscler sur cet accompagnement à la instruction. On en reparlera lors du PLU, de l'instauration du PLU, mais il y a vraiment tout un travail justement d'accompagnement pour que les gens ne se sentent pas dépassés par toutes ces règles qui deviennent vraiment très techniques avec des calculs qui, pour tout vous dire, même nous les élus, à un moment on a laissé le bureau d'études mettre les outils utiles pour que ça fonctionne ce règlement, mais on sait très bien que s'il n'y a pas un accompagnement à côté, quand même les gens ne sont pas tous architectes pour être en capacité de porter certains projets. Donc vraiment, c'est d'une grande utilité et pour nos habitants. On a fait déjà une com, mais je pense qu'il faut le refaire de plus en plus. Je pensais même à avoir une plaquette de leur part qu'on puisse glisser dès qu'il y a des demandes, vous savez, en bas à l'accueil, pour que dès qu'il y a quelqu'un qui vient poser une question, on dise mais écoutez, si c'est si complexe, pensez à les rencontrer, ça peut être utile. J'ai envoyé encore quelqu'un il n'y a pas longtemps sur un projet à la fois d'habitation, mais aussi d'activité au sein de l'habitation. Là aussi, c'est quand même pas simple de créer une partie de son habitation, de la transformer en fait, faire un changement de destination pour en faire une activité professionnelle.
avec tout ce que ça inclut en parking, en stationnement, etc. Donc là, pour le coup, c'était intéressant. Je suis sûre que la personne les a contactés et on verra ce qu'il en sortira, mais à mon avis, un travail simplifié de l'instruction. Et pour nous, les communes, le CAE, c'est vraiment un outil formidable parce que 200 €, quand on sait ce que nous coûte la moindre étude, certaines études ne peuvent pas ne pas passer par des bureaux d'études. Je pense notamment à notre église où on nous a dit mais vous ne touchez pas à l'église quand vous ne faites pas une étude, et que bien sûr, parce que c'est l'UDAP et toutes ces instances qui préservent notre patrimoine, elles nous orientent forcément vers un architecte du patrimoine, et que là tout à coup vous voulez juste nettoyer l'église et vous retrouvez avec une étude à 10 000 € à produire, et à partir de laquelle vous espérez avoir des subventions qui, dans l'époque actuelle, ne sont pas garanties et même ne vont pas être octroyées pour une partie. Alors quand on voit que le CAE, en ayant une adhésion à 200 €, on a cet accompagnement. On a par exemple bénéficié en effet de cette étude sur tout le bourg, je ne sais pas si vous vous souvenez parce que c'était au tout début du mandat, sur la capacité de stationnement du bourg, l'identification des différents stationnements, le stationnement clairement défini, le stationnement anarchique, etc. Enfin, tout ce travail-là pour aussi comprendre où est-ce qu'on devait absolument traiter le stationnement. Enfin, c'est vraiment un outil, quand on s'en saisit, qui finalement, on a travaillé tous nos stationnements et même nos projets avec cette étude-là, c'est formidable de pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement pour une adhésion qui est vraiment minime. Et effectivement, la prochaine étape, je pense à Sonia Liori, ça va être la digitalisation de nos cours d'école, et là aussi, le CAE peut nous proposer donc, des pré-études de façon à traiter justement tous ces enjeux. Et puis comme ils ont une expérience assez costaud justement sur les digitalisations des cours d'école, eh bien, ils nous aideront non pas seulement d'ailleurs qu'à faire le projet, ils peuvent aussi nous aider à aller chercher les financements, c'est-à-dire les subventions, savoir aussi où est-ce qu'on peut aller chercher, j'ai cru comprendre que même jusqu'à l'agence de l'eau, on peut aller chercher quand on désinternalise. Donc voilà, tout ça c'est une aide bien précieuse. Je dis tout ça aussi pour qu'on ait conscience que malheureusement, avec les difficultés financières, notamment du département, je pense que tout le monde en a entendu parler, et tout ce qui est en train de se préparer au niveau national, ce sont aussi des petites agences. Alors j'ai découvert que c'était une association, vous me disiez, mais je pensais que c'était une agence quasiment d'État, en tout cas une agence qui est en lien direct avec le département. Malheureusement, toutes ces aides en ingénierie, elles risquent de rétrécir et de rapetisser. C'est bien dommage parce qu'on n'est pas les communes les plus à plaindre, mais je pense à des communes encore plus petites qui ne pourraient pas faire autrement que de demander ce type d'aide parce que tout le monde n'est pas en capacité de produire à chaque fois une étude à 10 000 € dès qu'il y a un projet d'importance derrière. D'importance ou pas d'importance d'ailleurs. Hein. Voilà, c'était mon hommage à notre partenaire, le CAE. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Très bien. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité de renouveler pour l'année 2025 l'adhésion annuelle au CAUE de la Gironde, oui parce qu'il y en a dans toute la France d'ailleurs, en nous affranchissant du paiement de la cotisation afférente d'un montant de 200 €, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est donc accepté à l'unanimité. J'allais dire la dernière affaire, mais non, c'est la première petite sympathie. L'affaire numéro 7, l'attribution d'une subvention à l'association des parents d'élèves. Et je passe la parole à Vanessa Leroy. Pardon, du coup, je ne l'ai pas bien dit. À Vanessa Leroy, la première adjointe. Voilà. Oui, donc du coup, à savoir que le 23 juin dernier, on a déjà délibéré sur les subventions associations de la commune. Simplement, le dossier de l'APE n'était pas complet à ce moment-là, ou en tout cas pas forcément rempli correctement. Donc du coup, ils ont renvoyé, mais trop tardivement par rapport au dernier conseil municipal du mois de juin, ils ont renvoyé des documents et donc finalement, on a pu statuer sur la demande de subvention, enfin en tout cas, on a pu l'étudier correctement. Et donc, et demander une attribution à hauteur de 1 500 € pour l'association des parents d'élèves. Voilà, pour l'année 2025. À savoir que c'est la même chose que ce qu'ils ont eu l'année dernière en 2024. Voilà. Voilà, sur toutes les autres associations, on est resté stable aussi. Juste pour rappel, il y a eu la bibliothèque à hauteur de 1 200 €, oui. Le fusil cambé 500 €, les cliniques 500 €, et c'est tout. Le compagnie locale, il n'y a pas eu de demande cette année.
Voilà, donc du coup, ça réduit quand même la voilure par rapport à ce qu'on voyait avant comme demande de subvention. Alors est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moins d'associations actives et qui ont besoin d'aide de subvention au niveau du fonctionnement, parce que ça ne reste que des subventions de fonctionnement. Il y a peut-être aussi la buvette, là, rien, parce que je vois certaines associations qui ont La buvette, oui, la buvette doit certainement, oui, tout à fait, voilà. Et il y a des pique-niquets, il n'y a pas dedans des pique-niquets, on a donné 500 €. Oui, c'est ça. Il y a 500 € de pique-niquets, ils ne sont pas dans le tableau là. Ah oui, ils sont. Par contre, il y a la somme de 2024 qui n'est pas bonne. Oui. Donc voilà, on fait sauter des lignes en fait. Donc c'est pour voir si on peut donner la même chose à la PE. Voilà. Que son bureau s'est renouvelé en tout cas sur cette nouvelle année. Donc voilà, pour l'année 2025-2026 sur l'année scolaire, il n'y a pas de raison. On a convenu de décaler à chaque fois. Voilà. Et on a à peu près convenu de décaler effectivement les subventions, parce que c'est vrai qu'on envoie les dossiers de subvention au mois d'avril pour qu'elles soient votées plus tard en juin. Comme ça, le virement est fait en début, on va dire en milieu d'année. Alors que l'APE, c'est vrai qu'il y a un fonctionnement un peu particulier, puisque le bureau se renouvelle toujours en septembre. À savoir que si jamais il n'y a pas de bureau qui se propose, l'APE peut être en sommeil sur une année. Donc il n'y aurait aucune nécessité de verser la subvention en juin, alors qu'il n'y aurait pas de Enfin, ce serait dommage d'avoir l'argent en sommeil. Voilà. Donc elles en ont convenu que c'était très bien de verser en septembre quand le bureau est renouvelé. Voilà. Donc chaque année, il y aura 2 affaires. Où il y aura 2 affaires. Puis des fois, si quelqu'un loupe un peu le truc ou monte un projet un peu particulier, ça peut permettre aussi de étudier les dossiers. Très bien. Je tiens encore à souligner quand même le travail de l'adjointe qui accompagne nos associations, et je le redis, parce que le montage des dossiers, c'est pas facile, notamment pour l'APE, parce que c'est un renouvellement souvent de parents qui veulent bien prendre la place, c'est pas si évident de maintenir une APE. Et qui, c'est pas facile de leur demander une expertise un petit peu quand même. Par rapport au prévisionnel, comprendre la différence entre le prévisionnel et puis le réalisé, etc. Et donc, voilà, tu as pu les accompagner. J'essaie de les accompagner, parce que c'est pas toujours évident, ça reste de la comptabilité, il y en a beaucoup qui elles sont trésorières, mais malheureusement, parce qu'il y a des personnes d'autres, c'est très compliqué avec quelqu'un. Voilà. Donc voilà, on est là pour ça aussi. Bien sûr, on est là aussi pour les accompagner. Et même d'ailleurs, parce qu'on a pu faire une réunion avec elles et sur les activités, les manifestations qu'elles pouvaient proposer cette année. C'est vrai que c'est important aussi justement de travailler pour être sûr qu'on est tous sur le même, notamment sur recadrer sur l'intérêt général et comment on travaille en continuité, une association, sa commune, etc. Bref, c'est toujours important de les accompagner. Et je remercie l'adjointe d'être toujours à l'écoute de leurs difficultés. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette affaire? Donc les propositions soumises au conseil municipal sont d'autoriser l'attribution d'une subvention annuelle d'un montant de 1 500 € au bénéfice de l'association des parents d'élèves, d'autoriser, le cas échéant, Madame la maire, à procéder à la signature des conventions afférentes ainsi que l'ensemble des actes juridiques et financiers qui s'y rapportent. Qui s'abstient? Qui vote contre et qui vote pour? Merci à tous, ce sera donc adopté à l'unanimité. Affaire numéro 8, décision modificative. Ah non, je le disais, mais en fait, j'ai trop tôt, je pense à la dernière. Ah, tes souhaits, merci. Affaire numéro 8, décision modificative du budget primitif numéro 1 en vue de provisionner le budget du CCS de 5 000 € pour financer le passe-asso. Donc, le 22 septembre dernier, le CCS a donc délibéré sur l'aide qu'il souhaitait apporter aux familles au travers donc, de ce passe-asso. Ils se sont finalement adossés à l'action de la commune qui était donc autour de cette salle Brémontier et des activités qui s'y passent. Et comme notamment notre ABS, donc notre audit du besoin social qui avait été fait il y a 3 ans, nous parlait justement de cet accès aux loisirs des familles, etc. Le CCS a souhaité appuyer cette aide en permettant l'accès aux activités qui ont donc été installées à la salle Brémontier, en aidant ces familles, parce que on a pu le constater, notamment je pense à Sonia au sein des parents de l'école, qui dit c'est super, mais c'est vrai que quand on a 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça chiffre vite une activité extrascolaire. Donc de son côté, la commune a permis
le fait que les enfants puissent accéder tout de suite à une activité de loisir en sortant de l'école, parce qu'on avait identifié notamment par l'ABS que la difficulté des familles, c'était aussi le fait que quand on travaille sur la métropole, c'est très difficile de revenir assez tôt et tout de suite prendre l'enfant pour aller l'emmener à une activité de loisir le soir. Donc finalement, en permettant un accès aux loisirs directs, ça a permis aussi de soulager les parents sur ce côté un peu taxi, je vais chercher l'enfant et vite je l'emmène sur une activité d'ailleurs à l'extérieur de la commune puisqu'il n'y en avait pas sur Caen. Le CCAS a voulu prolonger cette action en disant très bien, donc maintenant on a des enfants qui peuvent accéder directement à une activité de loisir. Je rappelle, c'est la capoeira, le judo maternel et judo pour les grands, la danse, le dessin, oui c'est vrai, mais là c'est déjà pour les adultes. Ceci dit, ça s'adresse aussi aux adultes. C'est vrai. Du yoga, le stretching, elles ont arrêté par manque d'adhérents. Mais d'ailleurs, ce passe-assaut était aussi vu d'ailleurs par le CCS comme une manière d'encourager justement nos Cambais à adhérer à ces associations grâce aussi à ces aides financières. Et en effet, le CCS a aussi acté le fait que ça s'adressait aux familles dans leur globalité, c'est-à-dire on accompagne toute personne, c'est-à-dire aussi bien les enfants évidemment, mais après tout, comme on a aussi des loisirs à destination des adultes, qu'on aurait aimé aussi que ces loisirs soient... on avait le stretching postural, c'est bien dommage qu'ils n'aient pas eu assez d'adhérents parce que c'était clairement à destination des personnes pas âgées, mais en tout cas voilà, d'un certain âge, parce que c'était vraiment un travail aussi de santé publique, d'aider à l'activité physique régulière, etc. Et donc le CCS a souhaité que ce soit à destination de tout adhérent à une association de la salle Brémontier ou Collation, parce que la salle étant tellement remplie, on a dû aussi ouvrir la salle Collation. Le problème du CCS, c'est que de toute façon, il est financé par la commune. Donc le CCS a fait un appel de financement à la commune. Et c'est sur ça qu'on va délibérer, sur le fait d'octroyer à notre CCAS les 5 000 € qui leur permettront de couvrir au maximum le passe-assaut, sachant qu'on a eu des demandes. Mais elles ne sont pas non plus, on n'a pas croulé sur les demandes. Ça veut juste dire qu'au prochain budget, au vote du budget et du CCS et de la commune, si la somme n'a pas été consommée, tout simplement, voilà, la subvention qu'on octroie de toute façon annuellement au CCS, elle sera réduite de ce montant-là. Voilà, donc ce qui vous est proposé, est-ce que vous voulez que je vous relise après tout, on a aussi le tableau de... donc ce qui est proposé aux familles par le CCS, c'est une prise en charge pour le quotient familial de 0 à 500, c'est une prise en charge à 50% de l'adhésion. Pour le quotient familial de 500 à 1000, c'est une prise en charge à 35%. Le quotient familial de 1001 à 1500, c'est 20%. De 1500 à 2000, c'est 15%. Et de 2001 et plus, c'est 10%. Sachant que ce sont les familles les plus aisées, mais il y avait aussi un choix de dire qu'après tout, si on aide tout le monde. Pas non plus, après tout, pour rester dans une certaine équité malgré tout. Voilà. La somme qui est demandée donc à la commune par le CCS est de 5 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour leur octroyer ces 5 000 €, on va donc faire une décision modificative du budget. Donc, s'il n'y a pas de questions ni d'échanges, je vais vous faire donc, les propositions soumises au conseil municipal qui sont dans le budget primitif 2025 de la commune, prendre acte du provisionnement d'une somme de 5 000 € par fongibilité du chapitre 65, article 65, 73, 63, depuis le chapitre 11, article 623. Désolé pour tous les chiffres. Suite au provisionnement du chapitre 65, validé dans le cadre d'une décision modificative du budget primitif communal, le transfert de la somme de 5 000 € du budget primitif communal 2025, du chapitre 65, article 65, 73, 63, au budget primitif du CCS 2025, chapitre 74. Ah oui, voilà. Tu me pour me. Bon, là c'est bon. C'est pas comme si j'étais en train de dire plein de chiffres complètement incompréhensibles, c'est pas grave. Donc le chapitre 74, dotation et participation. Ça c'est le chapitre du budget CCS qui va accepter nos 5 000 €. De constater l'équilibre de l'opération et
et des sections affectées. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, c'est donc adopté. Le CCS vous remercie. Bien, et vous aviez pu voir donc déjà la semaine dernière, j'avais fait envoyer un correctif à l'ordre du jour parce que nous avions une demande de dernière minute du Trésor public. Donc le 10 octobre 2025, les services du Trésor public ont informé la commune que suite à un contrôle, il apparaît que le compte 16 878 présente un solde anormalement débiteur de 12 centimes. Du fait qu'en 2016, donc ça remonte, le montant des écritures d'ordre au 041, constatant comptablement l'emprunt 10, donc 18 212, était erroné. Malgré le montant ridicule, on aime vraiment dire ridicule sur la note, oui c'est vrai, de cette anomalie, la seule manière de la rectifier est de procéder à une décision modificative du budget primitif 2025, qui sera donc la modification numéro 2. On vient d'en faire une. La deuxième, c'est celle-ci. Donc, on va partir du chapitre 21, immobilisation corporelle dans l'opération 119, article 21-31, bâtiment public. On va ponctionner les 12 centimes d'euros pour provisionner le chapitre 041, opération patrimoniale de 12 centimes d'euros. Voilà. Donc en section recettes d'investissement, depuis le chapitre 10, je suis vraiment désolée, je pense que vous ne devez pas comprendre, mais je le dis quand même. L'article 10 226, ponctionner 12 centimes d'euros pour provisionner le chapitre 041, opération patrimoniale de 12 centimes d'euros. Je vous rassure, tout ça c'est le Trésor public qui nous a expliqué le mécanisme d'un endroit pour l'autre, puis l'autre et enfin l'autre. Tout ça pour 12 centimes, donc qui aurait été mal écrit en 2016. Mais voilà, les bons comptes font les bons amis. C'est ridicule, mais c'est rassurant, ça veut dire qu'ils suivent quand même. Ils suivent les contrôles. C'est rassurant, mais 9 ans après, ça pose un problème. Ça valait combien 12 centimes il y a 9 ans? Oui, peut-être, mais bon. 9 ans après, quand même, il faut remettre le nez dedans. Ils sont bons. Ils sont bons, le Trésor public. C'est vrai que c'est un mécanisme, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne, en tout cas chez les habitants, qu'en réalité, l'argent de la commune, on n'a pas ici, on n'encaisse rien, la commune ne perçoit pas. Le maire est ordonnateur, mais ensuite il y a un comptable, le Trésor public. Et tout ça, c'est leurs affaires. On tient à la fois un budget, on suit bien sûr nos dépenses et nos recettes, mais on a surtout un grand superviseur qui est le Trésor public et qui encaisse et vérifie effectivement la bonne gestion, voilà, je cherche exactement, des deniers publics. Fameux deniers publics. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur ces 12 centimes mal écrits en 2016? Non. Et on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Très bien. Donc les propositions soumises, je viens de vous les dire sur le côté technique de voilà, où est-ce qu'on va aller chercher ces 12 centimes, sont donc de rectifier l'erreur du Trésor public de 12 centimes d'euros, de prendre une décision modificative du budget primitif 2025 numéro 2, actant le mouvement budgétaire que je vous ai exposé, de constater l'équilibre de l'opération et des sections affectées, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Le Trésor public vous remercie. C'est donc à l'unanimité. Parfait. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, ou est-ce que je peux clore ce conseil municipal? Nous pouvons clore. Eh bien, même un conseil municipal qui est quand même pas si dense que ça, on le clôt quand même à 19h01. Je vous remercie. Et donc, à partir de là, on a un moment d'échange.